Bonjour tout le monde. J'ai essayé de faire une conférence assez transversale sur l'œuvre de mon grand-père et de ma grand-mère. Vous allez y retrouver, je pense, des images que vous connaissez déjà. J'ai essayé d'introduire quelques petites images moins connues. Je pense notamment aussi à des peintures de ma grand-mère, voilà, qui est moins passée à la postérité que mon grand-père. En ce qui concerne donc Willy Ronis, on dit Willy parce que donc ses deux parents venaient d'Europe centrale et donc c'est un prénom qui n'a rien à voir avec William, dont le diminutif est Willy. Donc c'est pour ça vous m'entendrez dire Willy et c'était en fait le terme consacré familial pour parler de mon grand-père. Je suis, disons, le descendant direct de Willy et j'ai l'unique héritier. Donc moi après j'ai des enfants, hein. Mais donc en fait là, ça simplifie aussi beaucoup, disons le courant successoral dans la mesure où on n'était pas plusieurs, à dépendre de l'œuvre de Willy. Mon grand-père a voulu de son vivant, disons donner son œuvre à l'État. Donc en fait, il y a eu deux donations, une en 1982, une en 1989, où en deux étapes, en fait, mon grand-père a cédé son œuvre pour qu'elle soit exploitée après sa disparition par le ministère de la Culture. Et en fait, c'est la mission pour l'architecture et le patrimoine qui est installée d'une part à Charenton-le-Pont et d'autre part à Saint-Cyr, qui gère en fait son œuvre depuis son décès et qui essaye de le faire fructifier. Le bras armé du ministère de la Culture pour la diffusion des œuvres qu'il conserve, c'est la Réunion des musées nationaux qui en fait gère toutes les œuvres des institutions du ministère de la Culture. Donc tous les musées nationaux, tout est distribué, diffusé par la RMN, donc la Réunion des musées nationaux. Si jamais vous êtes intéressé pour voir les œuvres de mon grand-père, je vous invite à aller voir donc le site de la Réunion des musées nationaux où il y a notamment une sélection de plus de 600 œuvres consultables, à noter d'une manière très 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 pertinente et riche. Au moment où mon grand-père a fait le don de son œuvre à l'État, moi j'avais 20 ans, j'étais tout jeune, je n'étais pas encore complètement sûr moi-même de devenir photographe, et j'étais d'une part honoré et soulagé que l'œuvre de mon grand-père puisse aller à l'État, et c'était quelque chose que je trouvais exceptionnel. Parce que ça devenait quelque chose de collectif, quelque chose de national, donc il y avait forcément un impact, un poids dans le paysage artistique international. Entre la première et la deuxième donation, hélas, mon père est décédé. En tant que donc héritier en ligne directe, c'est moi qui ai assisté et qui ai signé la deuxième donation dans les magnifiques bureaux du ministère de la Culture qui sont au Palais Royal, qui donnent sur les jardins du Palais Royal, avec Jacques Lang, qui a été ministre de la Culture lors de la première donation. Après, il y a eu un autre ministre de la Culture, je ne sais plus lequel, et puis ensuite, c'était de nouveau Jacques Lang. Donc, l'État conserve tous les négatifs, tous les tirages, et détenteur des droits d'auteur de mon grand-père pendant les 70 ans qui concernent donc la durée des droits d'auteur. Mon grand-père disait sur les... Bon, je vous dirai après, il a fait un gros tri sur ses archives, mais sur les 170 000 déclics qu'il a laissés à l'État, en fait... Pour lui, 500 en valait la peine. 500 images étaient, d'après lui, exposables. Lors de la donation, en fait, moi, j'ai eu la possibilité de récupérer un certain nombre de tirages. Donc, je suis détenteur, voilà, moi, d'objets, c'est-à-dire de tirages issus de l'atelier de mon grand-père, mais tous les droits d'exploitation reviennent à l'État.
Bon, ça, vous le savez peut-être, mais la notoriété de mon grand-père est arrivée de manière assez tardive, puisque c'est à partir de ses à peu près 80 ans qu'il a commencé à avoir un renouveau de popularité. Et c'est notamment grâce à un photographe de l'agence Magnum qui s'appelle Guy Lequérec, qui est un photographe qui maintenant a un certain âge et qui a été le moteur de cette renaissance. Le fait d'avoir vécu, en fait, c'est-à-dire cette ouverture de nouveau à l'œuvre de mon grand-père, en fait, est intimement liée aussi à mon histoire familiale, puisque c'était Willy, donc était le photographe aussi du quotidien, non seulement, en fait, on va dire des gens, des gens qu'il croisait, des personnes qu'il croisait lors de ses reportages, mais également de la vie familiale. Donc c'était quelque chose qui était intimement lié, disons, à la vie de tous les jours, disons, de ce que j'ai vécu avec mes grands-parents, puisqu'ils pouvaient photographier le fleuriste, la boulangère, alors il y avait même un sonneur avec un tambour public dans la ville de Lille sur la Sorgue où il a habité à un moment donné. Donc moi, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ce grand homme et de ma grand-mère par les yeux d'un petit-fils qui a vécu ça, voilà, à la hauteur d'une histoire familiale. Un monsieur qui s'appelle Bertrand Evenot, qui a fait plusieurs préfaces de livres de mon grand-père, a écrit notamment dans un petit livre qui s'appelle Marianne, Vincent Caldor et moi, audition filigrane. Vous pourriez dire que c'est un album de famille, recueil des jours heureux et du temps qui passe, mais nous verrons qu'il s'agit aussi de création artistique. En fait, c'est ça qui fait toute la force en fait de l'œuvre de mon grand-père, c'est que c'est à la fois en fait des photos qui pourraient paraître toutes simples parce qu'elles sont issues de la vie de tous les jours, mais certaines ont eu une force particulière qui fait qu'elles sont restées pour la postérité. Ce que je vous propose également, c'est qu'après, dans un deuxième temps, éventuellement, si on a le temps, si je ne déborde pas trop, on puisse faire un petit temps d'échange, de questions-réponses, ce qui nous permettra de combler éventuellement les trous que vous aurez. Alors, je commence tout simplement par mon grand-père, photographié par son père, puisque en fait c'est une histoire de famille, puisque mon arrière-grand-père lui-même était photographe, et donc il avait une boutique dans le 11e. Au début de sa vie, en fait, mon grand-père n'avait pas forcément l'intention de devenir photographe. Il était beaucoup plus porté sur la musique et il voulait devenir musicien, compositeur. Sa maman était professeure de musique et de piano. Et mon grand-père a été toute sa vie un grand mélomane. Il s'amusait à dire qu'il avait l'oreille absolue, mais décalée d'un demi-ton. Donc, malgré ça, son père lui offre, en 1926-28, son premier appareil photo, qui était un appareil photo amateur. Et donc, Willy a commencé aussi à faire des photos à ce moment-là. Ça, c'est la boutique de son père, qui était au 15 boulevard Voltaire, à Paris, dans le 11e, à côté de la place de la République. Et ça, c'est mon grand-père, Willy, dans la boutique du grand-père, de mon arrière-grand-père. Alors, si vous arrivez à lire à l'envers, vous voyez, il y a marqué Ronès, en fait. Au moment où il est arrivé, Emmanuel Ronis, en fait, d'Ukraine, d'Odessa, en fait, l'agent d'état civil s'est un peu trompé en recopiant son nom et a marqué Ronès. Donc, il avait gardé ce nom-là au début. Et puis après, Willy a voulu corriger, en fait, cette erreur et a pris le nom de Ronis comme vrai patronyme et comme signature d'auteur. Et en fait, dès le début, mon grand-père, ce qui l'intéressait, c'était de faire des photographies plutôt de la rue, des gens. Il n'était pas du tout attiré par les travaux, disons, de studio de son père. Ça, c'est les premières photographies qu'il a faites. Celle de gauche date de 1928, je crois, avec son premier appareil photo, et c'est des vacances en Corrèze. C'est ça qui l'intéressait. Et à l'époque, il fréquentait beaucoup les musées.
Et ces inspirations venaient beaucoup de la peinture flamande, et notamment il était émerveillé par la peinture de Bruegel, où il trouvait que les compositions étaient assez extraordinaires. Alors quand on parle de Bruegel, c'est surtout Bruegel l'ancien, hein, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Mais c'était toujours la musique qui était le guide dans sa vie, et qu'il a, après on développera un petit peu cet aspect-là, mais qui a été qui a porté, en fait, qui a construit son regard photographique. Son intérêt pour le quotidien et la crise, parce qu'en fait son père est tombé malade, gravement malade au moment où mon grand-père est revenu du service militaire. Et en fait, il a été obligé de prendre la succession ou d'aider son père dans le magasin. Mais c'était pas du tout une activité qui lui plaisait. Et donc, la crise, en plus, fait qu'au décès de son père, il décide de revendre le magasin. Il ne conserve qu'un seul appareil photo et décide de plutôt, disons, s'orienter vers le reportage et la photographie, disons, de rue. Son petit frère, qui était plus politisé que lui, le pousse vers des sujets d'actualité et des sujets sociaux. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va commencer à faire des photographies de grands rassemblements. Ça, c'est une photo qu'il a fait pour le 14 juillet 1936. Alors, ce qui est intéressant, ça, c'est une photo qui est connue. La petite fille qui est sur les épaules de son papa s'appelle Suzanne Trompette. Et là, je vous ai retrouvé une photo alternative qui est beaucoup moins connue, où il y a un champ un petit peu plus élargi. La photo est un petit peu penchée, mais voilà, elle a son charme. Juste pour la petite histoire, en fait, Suzanne Trompette, il l'a retrouvée bien des années plus tard, un peu plus âgée, en 2006. Ses amis de la fête de l'UMA lui avaient retrouvé Suzanne Trompette, et elle l'avait présentée à Villy, on va dire quelques années plus tard. À ce moment-là, il s'achète son premier Rolleiflex, et un Allemand qui avait fui l'Allemagne, et en fait, il commence à photographier avec ce Rolleiflex. Alors, dans les premiers reportages qu'il commence à faire et à essayer de vendre, il fait beaucoup de photos sur les congés payés, qui étaient tout nouveaux, puisque c'était les suites des manifestations de 1938 et de 36, et en fait, il va découvrir aux abords de Paris, en fait, les villégiatures des ouvriers sur les bords de Marne, et en fait, il y retournera toute sa vie se promener sur ces bords de Marne, car c'était en fait, enfin, il avait ça lui plaisait énormément. Et il a commencé à travailler pour des magazines, notamment le magazine Regard, qui était le magazine du Parti communiste à l'époque, et d'autres journaux plutôt de gauche, donc le Journal de l'Humanité, Le Soir, Excelsior. Et il commence à fréquenter d'autres photographes de son époque, notamment Robert Capa, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un photographe qui a notamment beaucoup couvert la guerre d'Espagne, David Chim Seymour et bien d'autres. Donc ça, c'est encore des photos des bords de Marne. Et grâce, en fait, à Robert Capa, il découvre les sports d'hiver, qui étaient aussi quelque chose de tout nouveau. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de remontée mécanique, donc quand il fallait faire des photos dans les descentes, il fallait monter à pied, il fallait avoir du courage, être en bonne forme physique. Et donc là, ça, c'est un petit portrait que fait Robert Capa de Villy sur les pentes enneigées. Alors ça, c'était à Valmorel, je crois. Et d'ailleurs, en faisant un certain nombre de photos dans des situations assez périlleuses, lui-même a fait des chutes. Et donc, il avait son Rolleiflex, en fait, a subi une avarie sérieuse. En fait, il l'avait fait renforcer. Alors, son appareil, il l'avait donné, c'est dommage, mais a été renforcé avec d'énormes barres. Enfin, ça ressemblait plus à un tank que vraiment à un appareil photo. À ce moment-là, il commence donc une vraie carrière de photographe. Il commence à travailler, alors beaucoup pour le tourisme, puisque avec les congés payés, forcément, il y avait un essor très important de ce côté-là. Donc pour les compagnies de chemin de fer, les grands magasins, des commandes commerciales, et c'est comme ça qu'il commence sa carrière de photographe.
Une photo que vous connaissez peut-être, c'est en 1938, donc d'autres photographies. Il est envoyé en reportage pour toujours le magazine Regard dans les usines Citroën à Javel. Et en fait, en poussant une porte, il tombe sur l'atelier, disons, de couture de cuir, de maroquinerie, où en fait une syndicaliste, le poing levé, harangue ses coéquipières. Il a le temps de faire une photo. Mais en fait, la tension est tellement dense, la pression tellement forte que vite, il s'en va, il ferme la porte et il a fait qu'une seule photo. À l'époque, il devait livrer les photos l'après-midi même. Il rentre chez lui, il développe les pellicules et il se rend compte en fait que cette photographie faite vraiment à la va-vite est sous-exposée et il ne dispose pas à l'instant présent en fait du papier nécessaire. À l'époque, vous savez, c'était l'argentique, donc il fallait avoir différents types de papier en fonction des négatifs. Il n'a pas le papier nécessaire pour pouvoir exploiter ce négatif et donc il ne le tire pas, il ne livre pas, le reportage avec ce qu'il considère après comme ça la meilleure photo du reportage. Et en fait, cette photo tombe complètement dans l'oubli. C'est bien des années plus tard, justement au moment où il aura son regain de popularité, en 1980, qui va se replonger dans ses archives et se dire, mais en fait, cette photo, je ne l'ai jamais vue. Et en fait, à ce moment-là, il a enfin le papier nécessaire pour pouvoir le faire convenablement. Et il sort cette photo, faite complètement de l'oubli, plus de 60 ans plus tard. Et lorsque cette photo est publiée, en fait, une amie de Rosener tombe sur une publication, parce que cette photo a énormément de succès immédiatement. Elle est reprise dans des magazines qui annoncent les expos, le livre de Willy. Et donc, en fait, il va faire la rencontre de Rosener bien des années plus tard. Cette rencontre a été filmée. Et donc, il y a un petit film... qu'on doit pouvoir retrouver, je ne sais pas trop comment, mais de la rencontre de Willy Ronis et de Rosener. Là, sur cette photo-là, on voit Rosener et Marianne, donc ma grand-mère. Et puis, la guerre arrive, il était juif, et donc, en fait, il décide de mettre complètement de côté son activité de photographe. Il ne veut surtout pas être photographe puisque ça leur a mis encore plus en danger, donc il cache ses appareils photo, il trouve le moyen de cacher tous ses négatifs et il essaye de fuir en fait, de passer la ligne de démarcation pour aller en zone libre, et c'est à ce moment-là en fait qu'il va retrouver Marianne Lancio et Vincent, son fils, qui venaient de se séparer de son mari. Vincent était né en 1940, vraiment au tout début de la guerre, mais Marianne s'était séparée du papa parce que le papa, Raymond Caldor, avait décidé de rentrer dans la résistance et avoir un enfant dans la résistance, c'était pas possible. Donc ils se sont séparés et en fait, Willy connaissait Raymond et Marianne d'avant la guerre puisqu'ils habitaient dans le même quartier à Paris et fréquentaient les mêmes cercles, culturels, artistiques, puisque Raymond était imprimeur. Et donc, ils se mettent en couple. Willy tombe sous le charme à la fois de la maman et du petit garçon, et vivent de petits boulots pendant la période de la guerre dans le sud de la France. Et c'est là où en fait ils vont tomber amoureux de la Provence. Et en fait tout le reste de leur vie, en fait, ils vont osciller entre des vacances, des longues périodes où ils vont habiter là-bas et des retours réguliers dans cette partie de France qu'ils affectionnent particulièrement. À l'époque, donc, il fait des petits boulots. Il travaille pour une petite compagnie de théâtre où il fait des décors. Il aide Marianne qui, elle, pour gagner un peu de sous, faisait des petits bijoux peints. Et il rencontre notamment Jacques Prévert, avec qui il va devenir ami à cette époque-là. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, en fait, Marianne Lancio, elle est beaucoup plus reconnue et beaucoup plus implantée dans le tissu artistique français, et elle a déjà un certain nombre de commandes. Elle a déjà exposé plusieurs fois. C'est quelqu'un de reconnu dans son milieu. Ça, par exemple, c'est une peinture qu'elle a faite de Louise Michel, qui fait partie maintenant des collections permanentes du musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Denis, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup plus tôt que Willy, elle est rentrée en fait dans les collections des musées nationaux, et elle faisait vraiment partie du paysage culturel français.
très impliquée dans différents domaines. Elle fréquentait notamment le couple Louis Aragon et Elsa Triolet. Donc là, c'est chez Elsa Triolet, elles prennent le thé, et c'est une photographie de mon grand-père. Elle fréquentait également le peintre Fougeron enfin, un certain nombre d'artistes, disons, plutôt peintres à cette époque. Ça, c'est donc une période durant laquelle ils ont aussi fréquenté Jacques Prévert. Ils retourneront en Provence en 1947, et à ce moment-là, ils s'achètent une petite maison pas mal en ruine, dans le village de Gordes, qui à l'époque était un petit village très joli déjà, mais pas du tout connu comme c'est le cas maintenant. Alors, juste après-guerre, en fait, ils vont retourner donc vivre à Paris, et ils vont s'installer dans une petite maison qui est Passage des Charbonniers, dans le 15e arrondissement. Donc ça, c'est une photo faite par Louis Stettner, où il y a donc sur la photo Vincent, encore petit garçon, Willy et Marianne à l'entrée de leur petite maison. Ils vont rester là un certain nombre d'années, et à ce moment-là, en fait, la période d'après-guerre fait qu'il y a énormément donc besoin donc de raconter en fait les stigmates de la guerre, la période de reconstruction. Donc les photographes sont énormément sollicités. D'une part, il y avait beaucoup moins de photographes sur le marché, et d'autre part, ceux qui avaient disons, un œil, un peu de talent, en fait, était énormément demandé. Et donc, Willy travaille énormément. Il fait plein de travaux, notamment de couverture pour le magazine Regard. Il travaille pour d'autres magazines, dont des magazines de mode, le magazine Life. Et c'est vraiment l'âge d'or pour tous les photographes qui ont énormément de travaux. À ce moment-là également, c'est une période assez faste au niveau industriel. Ça, c'est par exemple dans les filatures du Nord. Et quand il fait ce portrait, c'est une image qu'il a gardée très longtemps après et qu'il remontrait souvent parce qu'il trouvait que le visage de la jeune femme avait un visage de vierge médiévale au milieu de ses bobines. Il avait après aussi un sens, disons, du mouvement. Vous voyez là, dans la photo avec le tissu qui tombe et qui se plie. Il y avait toujours un élément humain dans ces images, mais il était aussi attiré par une forme de composition qui remplissait en fait l'espace. Ça, c'était toujours très important pour lui, puisque il y a très peu de photos de Willy où il y a personne. Alors, il peut y avoir la présence d'un petit animal. Il aimait beaucoup les chats, donc il y a quelques photos de chats. Mais donc, vous voyez, ça, c'est beaucoup des photos dans le milieu industriel. D'autres travaux de commande l'ont amené à faire des images comme celle-ci, qui sont devenues en fait des icônes de la photographie. Cette photographie, ça fait le petit Parisien, avec le pain parisien. Alors, pour pas dire deux fois parisien, c'est le petit Parisien on dit souvent à la baguette, mais en fait, c'est pas une baguette. Parce qu'en fait, en effet, cette baguette paraît disproportionnée. En fait, le pain parisien, c'était le double du poids de la baguette. C'est pour ça que cette baguette paraît énorme et qu'on a l'impression qu'il a quelque chose d'énorme. Alors, pour la petite histoire, il y a plusieurs messieurs qui se sont reconnus dans ce petit garçon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et même des amis de Willy, ce n'est pas Vincent qui court avec le pain parisien sous le bras. C'est un autre petit garçon. Willy, donc c'était une commande, c'était un travail, c'était le sujet, c'était un journaliste étranger qui revenait quelque temps après la guerre sur Paris pour voir comment ça avait évolué, et donc il fallait ramener un certain nombre de sujets typiques de la vie parisienne. Donc forcément le pain, ça faisait partie des choses indispensables et incontournables. Et en fait là, il s'est dit voilà, c'est l'heure du déjeuner, il faut que j'aille. Il va à la boulangerie, donc il va dans une boulangerie près de chez lui et il voit ce petit garçon. Et chose assez rare quand même, il lui a demandé de recommencer une deuxième fois. Parce que la première fois, il a senti que le mouvement était pas bien, donc il lui a demandé de repasser. Et la deuxième fois, le petit garçon, était beaucoup plus naturel que la première fois. À cette époque-là aussi, Marianne avait énormément de travaux de commande, travaillait pour la publicité. Alors, j'ai pas réussi à retrouver, c'est dommage, mais il faudra que je trie mes propres archives. Elle faisait notamment des illustrations. À l'époque, il n'y avait pas encore les ordinateurs, il n'y avait pas l'IA
pour faire des illustrations. Donc, elle faisait des dessins, vous savez, pour illustrer, par exemple, les médicaments pour faire du bien à l'estomac, où on voit un joli estomac bien lisse. Tout ça à l'aérographe, parce qu'à l'époque, hein, et le pinceau, l'aérographe, c'était magnifique. Voilà, malheureusement, j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Et puis, ils n'abandonnent pas donc la Provence, ils reconstruisent, ils remettent en état leur petite maison à Gordes, qui était en fait une maison assez simple, hein. C'était 3 pièces l'une au-dessus de l'autre, avec un escalier apparent qui n'était même pas dans une cage, hein, qui permettait d'aller d'une pièce à l'autre. Il y avait une pièce principale au rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cuisine, une chambre à coucher au premier étage et un grenier. Et sans eau courante, sans électricité. C'est vraiment quelque chose de très succinct, mais c'est un endroit qui leur plaisait beaucoup. Et tous les deux ont tiré de cette Provence, de cette région, vraiment énormément d'inspiration. Là, on voit Marianne en train de dessiner. Elle a fait, voilà, ça, on voit le village de Gordes. On voit Marianne en train c'est pas gravé, c'est dessiner, croquer, voilà, le village. Et ça, c'est en fait une des images issues d'un petit portfolio qu'elle a fait sur la Provence, voilà, que j'ai gardé. Et vous voyez, en fait, les photos de Willy, c'est systématiquement et continuellement en fait, des photos de famille. C'est-à-dire qu'en fait, il se nourrissait autant de ses reportages que du quotidien et des scènes de tous les jours. Donc, alors, ils avaient un chat qui s'appelait Sophie. L'autre petit chat, je ne sais pas comment il s'appelle. Ça, c'est Vincent. Alors, Vincent en train d'écrire son prénom sur le tableau noir. La photo du milieu, c'est Vincent en train de boire son bol de lait. Et ça, parce que en tant que photographe, je donne aussi des cours de photo et je me sers souvent de cette photographie pour montrer aux étudiants que je veux dire, rien que l'intérieur du bol blanc, éventuellement si peut-être qu'il reste un peu de lait, est suffisant pour ramener de la lumière du soleil par réflexion sur le visage du petit garçon. D'accord ? C'est-à-dire que c'est la lumière qui atterrit dans le bol qui éclaire le visage. Et ça, c'est, je veux dire, on apprend ça en école photo, utiliser un réflecteur en vidéo, hein, n'est-ce pas ? Voilà, c'est important de pas forcément avoir que de la lumière en direct. Il y a forcément de la lumière en indirect. Voilà. Après, c'est Vincent en train d'arroser. Et puis, peut-être que vous connaissez aussi cette image, un petit peu plus connue, de 1952. Et en fait, Vincent venait de finir en fait la construction de ce modèle réduit d'avion. Il a fait énormément de modèles réduits d'avion qu'il faisait voler. Il a essayé de me convaincre quand j'étais moi-même plus petit, mais ça a moins bien marché. Et donc c'était quelque chose de très fragile, puisque c'était fait avec du balsa. Vous savez, le balsa, c'est un bois très léger, mais quand même fragile. Les ailes sont recouvertes avec du papier très très fin collé. Et Willy lui dit, oh, c'est très joli, est-ce que tu voudrais pas jeter ton avion comme ça dans l'embrasure de la fenêtre, je ferai une jolie photo. Vincent lui dit, mais non, mais si je le lance là, c'est pas possible, il y a le chemin en terre, il va se casser, il va s'abîmer. Alors, Willy lui réussit à le convaincre en lui disant, écoute, si jamais il s'abîme, je t'aide à le reconstruire. Et je sais pas ce qu'il lui propose comme dédommagement, mais en fait, il lui propose quelque chose suffisamment, disons, bien pour qu'il accepte. Et en fait, la première photo, c'est celle-là où le sujet n'est pas bien cadré, la position du petit garçon n'est pas bien. La deuxième, donc celle-là, est bien, mais l'avion patatras tombe et se casse. Donc de toute manière, il n'a pas pu en faire 3 et ils avaient prévu d'en faire que 2, donc ça tombait bien. Et ça, cette image, c'est une des 2 images qui vont rejoindre les expositions qui seront ensuite exposées au MoMA à New York grâce à Monsieur Steichen. Autre photo qui a été faite dans cette petite maison à Gordes, c'est la photo très connue appelée le nu provençal, qui a été faite, elle, en 49. Et en fait, là, c'est pareil. Willy est dans le grenier en train de faire du plâtre. Il lui manque une petite truelle, un petit instrument pour continuer son plâtre. Il se dit, zut, où est-elle ? Il faut qu'il aille la chercher au rez-de-chaussée. Il commence à dévaler les escaliers. Et donc, dans la pièce intermédiaire, celle du premier étage, Marianne sort de la sieste, parce que vous savez, la Provence, c'est pas le réchauffement climatique, c'est récent, mais à l'époque, il faisait déjà très chaud, est en train de se rafraîchir dans la cuvette. Il dit, c'est magnifique, ne bouge pas. Il va chercher son réflexe qui était posé sur un meuble juste à côté. Il fait 4 vues. Et c'est la première, en fait, qui va devenir une icône.
Voilà. Les 3 autres sont sympathiques, mais n'ont pas la grâce de la première. Et c'est pareil, c'est une photo en fait qu'il fait, c'est juillet donc 1949. L'appareil a fait d'autres photos après. Puis c'est que en rentrant à Paris, en développant toutes les pellicules faites pendant l'été, qu'il retombe sur cette photo, il se dit ah tiens celle-là elle est peut-être sympa. Et sans être vraiment convaincu, il la montre à des copains, photographes, tu dis qu'est-ce que tu en penses? Et tout le monde lui dit mais si elle est super. Et en fait c'est devenu en fait une icône. Voilà. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que la même scène a été peinte par ma grand-mère. Alors, pas tout à fait le même angle, on voit pas la fenêtre. Ce qu'on voit sur la partie haute, en haut à droite, c'était en fait un très grand pied de vigne, très très haut, qui leur servait de paravent où ils accrochaient leurs vêtements. Et en fait, un coup il était à droite, un coup il était à gauche, là il était à droite. Voilà. Mais c'est vraiment les mêmes objets, on retrouve exactement les mêmes éléments, mais cette fois en peinture. Ça, c'est l'été. Le reste du temps, ils sont sur Paris. Ils continuent à travailler et notamment à faire beaucoup de travaux de commande. Et Willy se rend, disons, vraiment compte que ce qui l'intéresse, et là, je vais le citer, c'est « Je préfère les quartiers populaires, je m'ennuyais dans les beaux quartiers ». Donc, en fait, entre 2 commandes, ou même des fois simplement en se déplaçant d'un point de commande à un autre, en fait, systématiquement, il a toujours un appareil photo avec lui, et il se dit, j'aimerais découvrir, disons, un quartier, et essayer d'en faire le tour. Et en fait, c'est grâce à un ami peintre qui lui présente le quartier Belleville-Ménilmontant, où il y avait quelques ateliers d'artistes, mais où il trouve justement une vie locale, disons un tissu local de personnes qui lui plaisent beaucoup. Et il va commencer en fait à faire des centaines, voire des milliers de photographies dans le quartier Belleville-Ménilmontant. Et donc, il a commencé en 1947. Il y retourna vraiment régulièrement. À l'époque, il se déplaçait en moto. Donc, un coup de moto, il montait vite à Belleville. Et c'est pareil, c'est un peu comme, disons, la Provence, c'est comme les bords de Marne. Il a gardé un goût permanent et pour toujours de ce quartier-là de Paris. Et plus tard, donc, il m'y a emmené également pour retrouver une ruelle, un passage, une ambiance au coin d'une rue. Parce qu'il y avait, c'est un coin très en pente de Paris où il y a vraiment des petits escaliers qui vont d'un point à un autre. C'est assez compliqué de circuler, surtout en ce moment, maintenant en véhicule. Donc la photo de droite, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le vitrier de la rue Maurice Savart. C'est une rue qui descend comme ça, très abrupte, qui tombe sur la rue où il y a la Bellevilloise, où il y a régulièrement aussi des manifestations. Et on y allait régulièrement pour déjeuner. Il avait un petit restaurant qu'il aimait bien, où il allait régulièrement, et le petit restaurant en question lui a acheté en fait toute une série de photos. Donc il y avait des photos Villiers sur tous les murs du petit restaurant, et ils se sont fait voler les photos. Voilà. Et donc voilà. Bon. Et à cet endroit-là, parce que c'est disons vraiment un point très culminant de la butte de Belleville. D'ailleurs, la maire du 20e arrondissement disait, mais nous sommes même plus haut que la butte Montmartre. Elle est très fière d'avoir 1 mètre ou 2 de plus. C'est là où ils ont construit en fait le parc de Belleville. Et après la disparition de Willy, la maire a, disons, baptisé un belvédère qui surplombe le parc du belvédère Villiers-Rosny. Je ne sais pas si vous connaissez ce belvédère, mais on a un très très beau point de vue sur Paris. Donc ça, c'est le vitrier de la rue Maurice Savart. Ça, c'est donc la gare de la Petite Couronne dans la brume. Donc ça, c'est aussi... Et à ce moment-là, en fait, il finit c'est pas par accepter, mais par se rendre compte en fait, que systématiquement, la photographie qui l'intéresse, c'est des photographies où il va pouvoir, disons, construire son image grâce en fait à différentes hauteurs. Ce café de la rue des Cascades est en fait sur 3 niveaux, puisque comme le terrain est en pente, en fait, il y a plusieurs salles sur 3 niveaux et il y a donc un escalier qui permet de voir d'une salle à l'autre. Et en fait, c'est toujours ces univers plongeants qui l'intéressent, parce que ça lui permet d'accumuler en fait différents plans comme ça les uns au-dessus des autres, et de cette construction naîtra vraiment pour lui une forme particulière de composition.
Et ce qu'il dit, c'est que c'est la musique qui l'a beaucoup aidé à composer ses images, à composer sa photographie. Et il est toujours à la recherche d'un point de vue légèrement en hauteur pour pouvoir composer son image, comme il dit, comme une fugue, où on voit les différentes portées d'une fugue. Et parmi les compositeurs qu'il apprécie particulièrement, c'est Bach, Jean-Sébastien Bach. Et donc, les fugues de Bach sont composées au moins de 4 portées comme ça. Et en fait, il essayait de composer ces images de la même manière. Il fait souvent référence à ce qu'on appelle le contrepoint, c'est la construction donc de ces différentes lignes musicales qui se superposent en mélodies distinctes. Donc ça, cette photographie, pour lui, c'est un cadeau. Alors, il parlait de cadeau du hasard extraordinaire, c'est-à-dire que voilà, il trouve le point de vue, donc il est sur les escaliers, il a la percée, la vue sur cette descente avec le feu rouge, la rue, les arbres en contre-jour qui passent, et il entend une voix d'enfant, et il se retourne et il voit une mère descendre avec son enfant dans les bras. Donc il se positionne, il se dit, il faut que j'ai réussi à attraper la mère et son enfant au moment où ils seront devant moi, donc il patiente, et pile au moment où la femme descend la dernière marche, il y a un cheval qui tire une charrette. Alors à l'époque, il y en a quand même plus beaucoup, qui passe dans le champ. Et en fait, c'est une image énormément et extrêmement complexe dans la mesure où il y a quand même la mère et son enfant, la charrette tirée par un cheval, l'employé municipal qui est en train de changer les ampoules du feu rouge, le couple en train de discuter à l'entrée de la cordonnerie, une dame qui passe avec sa poussette. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, les photographes, disons, tiraient leurs photos pas forcément en très grand format. Je veux dire, les très grands formats de tirage sont venus beaucoup plus tard. Notamment, Willy, c'est au moment où il a eu une reconnaissance de son œuvre qu'il a commencé à faire des grands tirages, on va dire des 30-40, voire des 40-50. Et c'est uniquement milieu des années 80-90, en faisant un grand tirage de cette photo, qu'il se rend compte qu'il y a un élément supplémentaire qu'il n'avait jamais vu dans l'image, qui est le chat. Alors, vous le voyez peut-être si on le voit en bas à gauche, vous voyez. Ici, on voit juste la tête du chat qui est là. D'accord ? Donc, il y avait en plus un chat. Donc, la photo a été rebaptisée le chat Simon Bolivar. Voilà. Et en fait, il s'est rendu compte, ça c'est une photo faite à Prague, qu'en fait, il reproduisait en fait ce système de construction de ces images avec une mère et son enfant qui descendent des escaliers. Alors, il y a pas le chat, il n'y a pas la charrette, mais globalement, il y a quand même la construction générale de l'image qui reste identique. Et il fera, en fait, ses camarades photographes lui feront remarquer qu'il a cette manie ou cette manière de construire ses images toujours d'une manière identique, en verticale, composée de plusieurs lignes, etc., de plusieurs plans. Alors, parmi les photographies connues aussi de Willy, on retrouve de la même manière la photo qui s'appelle La péniche aux enfants, où pareil, il est sur un pont au-dessus de la Seine. Il entend des rires d'enfants et il comprend pas parce qu'il voit passer un train de péniche. Il dit comment ça, des enfants sur une péniche? Et en fait, c'est en se penchant qu'il se rend compte qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer dans le fond de la péniche comme dans une cour d'école. Et il fait pareil, 3 photos, il y en a une qui est bonne, et c'est quelque chose de fugitif. Donc, là, c'est une des photos où il a couru vraiment chez lui, développer la pellicule pour être sûr d'avoir capturé la bonne. Voilà. Alors, en fait, l'endroit où il y a le belvédère Villironis, en fait, c'est à cet endroit-là. C'est assez, voilà, exactement au coin. Et là, c'est pareil, il y a forcément des petits personnages. Il n'y a pas que en fait la construction en portée. Il y a également en fait toujours un élément humain qui fait qu'il y a une dimension supplémentaire. Les 4 gamins sur la grille d'aération du métro, l'escalier qui descend, la rue qui s'en va. Voilà. Tout ça, c'était les constructions préférées de mon grand-père. Voilà, c'est une rue qui n'existe plus. Maintenant, c'est le parc de Belleville qui est à cet endroit-là. Et en fait, ma grand-mère était également intéressée par en fait, les mêmes sujets, c'est-à-dire les quartiers populaires. Alors ça, c'est assez amusant parce que là, je vous montre 2 peintures très, très panoramiques qu'elle a faites. Donc, à la fois les quartiers populaires parisiens, la banlieue, hein, les petites maisons un peu faites de briques et de broc de la banlieue, et avec comme ça des formats très panoramiques. Alors, je dis que c'est rigolo parce que Willy s'est acheté
dans les années 60, un appareil photo soviétique qui s'appelait l'Horizon, qui était un appareil photo avec un objectif comme ça qui pivotait sur lui-même et qui permettait d'embraser un champ panoramique. Alors, c'était très compliqué après en termes d'utilisation pour les maquettistes, pour utiliser dans la presse, parce que forcément, c'est pas facile à caser, une image qui court comme ça en long, mais ça a quand même, il en a quand même publié quelques-unes. Il avait commencé donc son travail sur Belleville depuis longtemps. En 1954, il réussit à sortir donc son premier ouvrage monographique, préfacé par Pierre-Marc Roland. Bon, après, il n'était pas très content de la préface, mais le livre sort avec ses photographies de Ménilmontant. Si vous tombez sur l'édition originale, franchement, elle est très très belle, parce que c'était à l'époque de l'héliogravure, donc un procédé d'impression très qualitatif. Bon, je ne dis pas que parce qu'il y a eu après 4 ou 5 rééditions. Les dernières rééditions, c'est avec une préface de Didier Daninx, mais la qualité d'impression de l'héliogravure avec quelque chose, une profondeur qui est intéressante. Mais il continue de toute manière à avoir des commandes, et parmi celles-ci, je veux dire, il a l'opportunité, alors ça c'était disons un travail qui a été confié à 7 photographes, dont Villiers-Ronis. C'est les forges de la régie Renault qui ont commandé donc en 1950 à 7 photographes une carte blanche sur les usines Renault. Et en fait, avoir une carte blanche à l'époque, c'était quand même quelque chose de très privilégié, parce que ça permettait donc de pouvoir faire les photos comme on l'entendait. Alors, c'est pas forcément une photo qui a été retenue par Renault, dans la mesure où c'était quand même, ça a un petit côté un petit peu vieillot, la forge. Je pense qu'ils ont préféré garder des choses plus modernes, mais ça faisait partie donc des images qui sont issues de ce reportage et que lui a ressorti par la suite au moment où il a eu son regain de popularité. Parmi les commandes, il a eu aussi des fois des commandes de mode. Donc ça, c'est une photo sur la place Fürstenberg qui a été beaucoup utilisée pour les photographies de mode. Hein. C'était pour le magazine Jardin des modes. C'est une robe du soir, et la mannequin qui est dans la robe du soir s'appelait Sophie. C'était une vedette de l'époque. La photographie de droite, c'est une commande également pour le magazine. Alors, Billy n'était pas trop sûr, mais il lui semblait que c'était le magazine Cavalcade, et c'est la piscine de l'Isle-Adam. Voilà. Et alors, mon grand-père qui cherchait toujours des points de vue en hauteur, là on le voit perché sur un escabeau, à faire des photos avec un très gros appareil, parce que vous savez, bon, il faisait beaucoup de photos au Rolleiflex, qui était à l'époque un appareil très compact comparé aux appareils de l'époque, mais il faisait quand même des photographies avec un très gros appareil. Là, on voit, ça s'appelle une chambre photographique, une chambre technique photographique, qui était un gros appareil. Et monter sur un escabeau, faire des photos à la chambre, à l'époque, il fallait vraiment être courageux, hein, quand même. En 1946, il rejoint l'agence Rafo. Alors, il est sorti à un moment donné, il est revenu. Bon, ça, c'est les aléas de la vie. Et à l'époque, en fait, il ne sortait jamais son appareil photo. Là, on le voit en train d'attendre un événement. Ça, c'est une photo qu'a faite Robert Doisneau, donc qui faisait partie aussi des photographes de l'agence Rafo. Derrière lui, il y a un autre photographe qui s'appelle Pierre Jahan, qui est aussi un grand photographe français. Et c'est à l'époque où, en fait, il a été contacté par Edward Steichen pour justement faire partie de la collection Family Hoffman, qui est une énorme rétrospective qui est des années 50 sur la photographie dans le monde, et où Edward Steichen a contacté des photographes partout pour faire partie. Et c'est là où, en fait, 2 photographies de Billy ont été prises. Alors, il aurait pu en mettre plus, mais il n'y croyait pas, en fait. Donc, il lui avait envoyé donc, le Nu Provençal et Vincent Aéromodéliste. Il fréquentait d'autres photographes aussi. Alors, ça, c'est le photographe Isis à Gordes. Et donc, il s'est fait beaucoup de copains parmi les photographes de l'époque. Et en fait, notamment le photographe Robert Doisneau, qui était légèrement plus jeune que lui. Et en fait, celle de droite, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'elle a marqué, oui. En fait, c'était vraiment quelqu'un de plein d'humour. Et c'est quelqu'un avec qui ils sont beaucoup entendus. Et ça, c'est une photo. Ils partaient en vacances ensemble. La petite fille qui est derrière, c'est Francine de Roudil, qui est une des filles de Robert Doisneau, avec qui il est resté en contact toute sa vie. Francine de Roudil, qui
travaillait à l'agence Rafo et qui, à la disparition de son papa, en fait, avec sa sœur, ont monté en fait l'agence qui disons, diffuse les photographies de Robert Doisneau encore aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de mercredi après-midi, il y avait des jeudis après-midi. Willy et Marianne déménagent du passage des Charbonniers, rue Bargue, où en fait ils ont 2 ateliers d'artistes. Un atelier où ils habitent et où Willy a son laboratoire, et un atelier où Marianne en fait donne des cours, peint, sculpte. Et moi j'allais quand j'étais gamin donc dans l'atelier de Marianne les jeudis après-midi pour faire de la peinture. Je me souviens, j'avais recopié une dame avec un costume vert. Nanani, c'est ma copine. Bécassine, voilà. J'ai fait mes premiers dessins de Bécassine dans l'atelier de Marianne, voilà. C'était jeudi après-midi. Bon, alors, moi, en fait, je suis arrivé dans la vie de Marianne, Willy et Vincent à ce moment-là, puisque, en fait, l'histoire se répète. Donc Marianne a eu Vincent avec un monsieur qui s'appelait Raymond Caldor, qui, hélas, s'était tué peu de temps après la guerre. Vincent a été adopté par Willy. Et en fait, à l'époque, moi, je vivais avec ma maman et Vincent rencontre ma maman. Et donc, Vincent m'a adopté. Donc, vous voyez, donc, l'histoire se répète. Bon, donc, je suis rentré dans la vie de Marianne et Willy, pas à ma naissance, mais quelques années plus tard. Et donc, c'est comme ça que voilà, j'ai pu participer aux ateliers de ma grand-mère. Et donc, ça, c'est l'atelier donc de la rue du passage des Charbonniers. Et ça, c'est l'atelier où je venais suivre les cours de ma grand-mère, qui était donc rue Bargue. Et en fait, j'aime beaucoup cette peinture parce qu'en fait, donc, elle a peint son atelier, elle s'est peinte dans son atelier devant une toile blanche. Mais on voit ici, vous voyez, le nu provençal. On voit toutes les influences qu'elle avait. Elle adorait Vincent Van Gogh. Ici, on voit la grotte de Lascaux. Elle aimait bien faire des petites natures mortes. Vous voyez ce petit pot où elle met ses pinceaux, une sorte de cafetière en fer blanc rouillé. Je l'ai toujours. Là, on voit ses Gauloises. D'accord. Voilà, donc j'aime beaucoup cette peinture parce qu'en fait c'est tout l'univers. Alors j'ai pas le paquet de Gauloises, mais j'ai aussi le plâtre là, la Vénus, c'est la Vénus de Milo, voilà. Je l'ai toujours avec moi. Et malgré en fait disons les facilités de l'époque de Willy pour trouver du travail, parce qu'il y avait énormément de commandes qui affluaient, Willy était quelqu'un de très 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 exigeant et disons il est très attentif à ce que ses photos soient par-cadrées, lui-même disons éventuellement les recadrer, puisque à l'époque en fait tous les photographes travaillaient avec, donc je vous disais, le Rolleiflex, ou un appareil photo qui avait un format carré 6:6, et en fait très rapidement tous les photographes en avaient marre de ce format rébarbatif, et donc il recadrait systématiquement des photos au format rectangulaire dans ce carré, alors horizontal ou vertical. En plus, c'était un appareil photo sans objectif interchangeable, donc forcément il fallait anticiper éventuellement un recadrage pour se rapprocher du sujet. Et mais il voulait pas que quand lui avait trouvé le cadrage idéal de ses photos, il voulait pas que d'autres aillent, disons, déstabiliser en fait sa composition en refaisant un cadrage. Donc il était très attentif à ça, et aussi notamment aux légendes qui accompagnaient les photographies. Et à ce moment-là, en 1951, il a eu des premiers mots avec le magazine Life, par exemple, parce qu'en fait, eux voulaient maîtriser les légendes. Alors, Willy disait... racontait qu'en fait le magazine lui disait en fait les légendes sont toutes réécrites aux États-Unis par l'équipe rédactionnelle qui est restée là-bas. Donc en fait on peut pas te garantir qu'il y aura pas de modification de tes légendes, parce que d'une manière elles seront déjà traduites. Alors même si Willy disait même je peux vous les écrire en anglais, hein, elles seront rewritées aux États-Unis. Donc il pouvait pas lui garantir en fait, je veux dire, l'intégrité de ces légendes. Et puis, c'est donc le début des années 60 et un peu, disons, une période qui commence de déclin, en fait, pour l'activité photographique de Willy. Et donc, il commence à se poser des questions de savoir si ils vont rester sur Paris. Il a quand même, du fait de sa proximité avec le Parti communiste en France, l'opportunité de faire un énorme travail
à l'initiative d'une association d'amitié franco-allemande, alors franco-RDA, franco-RDA. Et en fait, il va faire plusieurs voyages en RDA où il va en tirer plusieurs expositions. Ces expositions, alors à l'époque montées sur plaques de bois, vont tourner, mais ce qui est exceptionnel en fait pour des expositions photos, une trentaine de fois. Je crois qu'elle a tourné 32 fois en un an. Donc elle a été déplacée 32 fois. Alors, il y en avait plusieurs. Hein. Ils avaient fait plusieurs jeux d'exposition, mais chaque exposition était déplacée et exposée 32 fois en un an. Et donc, ce qui est extraordinaire. Alors, et après, en fait, ces photos sont complètement tombées dans l'oubli. Plus personne ne les a jamais revues. Willy en a extrait que quelques-unes, dont celle de gauche là, qui est à l'université, où on voit une foule d'étudiants dans un amphi. Il y en a une autre où on voit des enfants penchés sur une balustrade dans un zoo. Mais globalement, ces photos sont complètement passées dans l'oubli. Et il a fallu, en fait, il y a quelques années, à l'initiative d'une dame qui avait participé à cette association RDA France, Franco-RDA à l'époque, qui a dit mais en fait c'est pas possible que ce trésor culturel disparaisse, et en fait a disons fait des pieds et des mains auprès du ministère de la Culture pour qu'on ressorte, et il y a eu une exposition, une grande exposition rétrospective de ces photos-là qui ont été exposées à Versailles. Ils ont édité un nouveau petit livre avec ces expos, enfin, avec cette expo et disons des documents de l'époque. Et franchement, ça c'est vraiment un monument de disons de culturel inestimable, puisqu'en fait il y a quasiment pas de photos de cette époque-là en RDA. C'est 1967. Et donc il y a plein d'images qui sont extraordinaires. Du fait du déclin en fait de l'activité, hein, à part cette énorme commande, les temps étaient durs. Donc en 1973, Willy et Marianne décident de partir vivre dans leur maison de Gordes. Et à l'époque, en fait, ils avaient fait construire. En fait, il y avait une autre ruine qui se vendait en face de chez eux, avec un terrain un petit peu plus grand, parce que là, ils avaient une maison qui était enchâssée entre deux autres maisons, donc il n'y avait pas de possibilité de s'agrandir. Donc ils achètent cette autre ruine, et ils ont mis donc un certain nombre de temps à la reconstruire, mais c'était une maison qui était un ancien moulin. Alors c'était vraiment un tout petit cours d'eau, à mon avis, ils ne pouvaient pas faire tourner des grosses machines, mais c'était un ancien moulin, et ils sont venus s'installer dans cette maison qui s'appelait le Moulin, à Gordes. Si vous connaissez Gordes, vous savez, les maisons sont à flanc de coteaux, comme ça. Et en fait, là, la maison était tout au fond de la vallée. Donc, 74, après 2 ans passés, 2 hivers surtout passés à Gordes, qui était vraiment un tout petit village, un petit peu mort, surtout en hiver, ils décident de déménager parce que c'était vraiment trop triste, à L'Isle-sur-la-Sorgue. Alors maintenant, je ne sais pas si vous connaissez Gordes, c'est devenu un village très très connu, très vivant, mais à l'époque, franchement, moi j'ai des très 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 bons souvenirs de gamin. Je m'amusais beaucoup, je veux dire, dans le village. Il y avait un garagiste qui avait des vieilles voitures et qui m'autorisait à grimper dessus. Je m'étais fait une copine, on allait voir le cirque qui s'installait devant la mairie, etc. Donc ça, c'est des photos qu'a fait de Willy. Donc vous voyez, alors là, entre celle-là où... Alors ça, je tout petit, là, c'est un Noël, là, on est en train de construire un truc. Là, vous voyez, j'ai un petit peu grandi. Et ça, c'est un petit peu plus tard, donc dans les années, je dois avoir 15-16 ans. Ça, c'est sur les remparts d'Avignon, où il y avait donc un marché aux puces, et on voit donc Marianne, ma maman, Vincent et moi en train de rigoler. Et en fait, vous voyez, ça c'est des photos de Willy, mais c'est dans la continuité toujours de son appétit de faire des photos du quotidien des gens, de ne pas chercher l'exceptionnel, d'être toujours uniquement et surtout dans l'instant présent des choses simples de la vie. C'est cette période-là où moi je suis allé les voir régulièrement, parce qu'adolescent, j'avais la possibilité de pouvoir prendre le train et descendre les voir, et où j'ai eu la chance en fait de découvrir dans un premier temps la photographie par le laboratoire, parce qu'au départ il m'emmenait dans le laboratoire et je le voyais faire des signes cabalistiques dans le noir au-dessus du papier. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Il m'a donné ces trucs
que je ne trouvais dans aucun livre d'ailleurs, que j'ai pu par la suite transmettre à des étudiants moi-même. Vous avez certainement jamais entendu parler de la graisse de nez. En fait, quand on a un négatif rayé, on se frotte le bout du nez avec le doigt, c'est légèrement gras, on frotte délicatement sur le négatif à l'endroit où il y a la rayure, et en fait, ce gras de nez va aller combler la rayure. Et quand on va après tirer le négatif, la rayure étant été comblée, elle disparaît. Moi, j'ai été émerveillé, parce que j'ai vu ça notamment sur une photo de Willy, où on voit un scooter sur les grands boulevards avec un couple avec un énorme paquet. Il y avait une énorme balafre en plein milieu. Il me dit, la graisse de nez, tac, plouf, paf, disparu. Extraordinaire. Et puis, en grandissant, je l'ai aussi accompagné pour l'aider sur des prises de vue. C'est-à-dire que là, il trouvait que ça manquait d'un personnage dans l'embrasure de la porte. Il me dit, Stéphane, tu peux aller te mettre là devant les dames. Donc je faisais le badaud là. Donc voilà, je l'accompagnais sur des prises de vue. Et puis ensuite, moi-même, j'ai voulu avoir un appareil photo, alors, amateur. Alors moi, j'ai aussi mon appareil photo Zénith d'Urs, qui est indestructible. On pouvait clouer un mur avec sans qu'il râle. Et Willy me disait, mais t'as regardé là, parce que t'as fait la photo, mais le monsieur en train de jouer au boule, à quel moment t'as déclenché? Alors, moi, j'étais pas trop aguerri. Mais je sais pas. Ce qu'il faut, c'est que tu regardes le bon moment où il lève le bras, où on comprend bien. Puis là, t'as photographié la dame, mais t'as bien fait attention qu'elle a le pied arrière un petit peu levé pour que ce soit plus élégant. Donc, en fait, j'ai été pris par l'œil, si je puis dire, comme ça, par mon grand-père, qui m'a initié comme ça à certaines pratiques de la photographie de rue, et par ma grand-mère, qui elle aussi me faisait découvrir la peinture et le dessin. J'ai découvert, par exemple, la craie grasse sur la toile émery. C'est très, très, très beau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des œuvres comme ça, parce que la toile émery, c'est tout noir. La craie grasse sur la toile émery, ça s'accroche bien. Ça fait des très jolies compositions. Bon, je ne vous ai pas mis mes compositions à la craie grasse, je suis désolé. Et en fait, je vous mets juste une autre photo très connue de mon grand-père. Et en fait, juste entre le Café de France et la maison Fauque-Béraire, il y a la rue Le Dreux-Rollin, où habitaient donc Willy et Marianne. Donc ils habitaient, c'était au bout de la rue, ça. Voilà. Et là, cette photo du Café de France, il explique que il aimait bien ce cadre. Et, je veux dire, l'ambiance était sympathique avec le reflet des arbres dans les vitrines du café. Il attendait qu'en fait, qu'il y ait un contrepoint de lumière blanche qui arrive sur le côté gauche. Il voit une dame arriver, donc il attend que la dame s'approche pour faire le contrepoint blanc avec le jeune homme blanc à droite. Pile au bon moment, il y a une dame qui sort du café. Et voilà. Un cadeau du hasard. Donc là, à l'époque, ils vivent à Lille-sur-la-Sorgue et ils continuent à faire des photos, on va dire, de la vie de tous les jours, de Marianne. Ça, c'est Marianne en train de cueillir du thym dans la campagne environnante. Et en 1970, est né aussi, non loin de là, dans la ville d'Arles, le Festival international de la photographie, grâce à Lucien Clerc notamment. Et en fait, Willy, il va plus pour voir les copains, on va dire. Et là, par exemple, sur la partie droite, ici, je ne sais pas si vous voyez dans la souris, là, voilà, ce monsieur-là, c'est Jacques-Henri Lartigue, un monsieur qui est devenu photographe à la retraite, puisqu'il a fait des photos de sa vie. Et à gauche, le monsieur là qui est là, ça, c'est Ansel Adams, le père du zone system et de la photographie de paysage. Voilà. Et là, on rentre dans une autre partie de la vie de Willy, puisque à ce moment-là, grâce au monsieur qui est en bleu, qui s'appelle Guy Lequérec, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un photographe de l'agence Magnum, en fait, il dit c'est pas possible qu'un photographe comme Willy Ronis reste dans l'oubli. Donc, en fait, Guy Lequérec, qui lui à l'époque, était écouté, par les institutions, va en fait faire en sorte de bouger les choses pour que Willy retrouve du crédit auprès, des milieux culturels. Et c'est grâce à lui que Willy va pouvoir éditer sa première
on va dire, monographie, disons, transversale, qui s'appelle Sur le fil du hasard. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le ministère de la Culture, à l'époque, Jacques Lang, qui est le ministre de la Culture, lance la mission pour le patrimoine photographique et veut qu'il y ait en fait un système de conservation des œuvres photographiques du patrimoine français. Et par exemple, le studio Harcourt, toutes les plaques, parce que au départ c'était sur des plaques de verre, toutes les plaques du studio Harcourt sont conservées au ministère de la Culture. Toutes les photos de Nadar, qui est comme un père de la photographie, sont conservées au ministère de la Culture. Donc en fait, Jacques Lang lance ça, et c'est à ce moment-là en fait que il propose à Willy que Willy fasse une donation à l'État de son œuvre pour qu'elle rentre dans les archives nationales. Là, on voit Marianne entre Louis Stettner, qui est photographe américain, et Édouard Bouba, donc un autre copain photographe. Et à ce moment-là, en fait, il commence à revoir en fait, un certain nombre de personnes du milieu de la photographie. Et en échange de la donation de son œuvre à l'État, le ministère lui propose de lui payer un appartement à Paris. Vous nous donnez votre œuvre, on vous paye un appartement. Donc, Willy et Marianne redéménagent à Paris, et où là, en fait, il a une activité intense. Son nom, Martinez, oui, qui était directeur artistique de la revue Caméra. Là, c'est avec un monsieur qui s'appelle Henri Alécan, qui est un grand directeur photo de cinéma. Donc Willy, en fait, est de retour en disant, tout d'un coup, un regain d'intérêt et de popularité, et se retrouve au centre, disons, de l'attention du milieu de la photographie. À cette occasion, il fait dans la continuité en fait de la donation, l'État organise une immense exposition donc des photographies de Willy. Alors à Paris une première fois. À l'époque, c'était au Palais de Tokyo. Et puis, en fait, cette exposition, ils veulent la faire tourner. Et en 1986, donc, Willy, avec Marianne, partent à Moscou pour montrer l'exposition de la donation à l'État. Et le lendemain du vernissage, en fait, ils vont à Leningrad pour faire une conférence. Et donc, ça, c'est au Palais Pouchkine que Willy a attrapé cette petite scène d'un enfant ravi d'être au musée. Mais rapidement, après cela, en fait, Marianne tombe malade, elle a la maladie d'Alzheimer. Alors, on la voit pas très très bien, mais c'est le petit personnage qui est... Alors, si vous la voyez, c'est plus grand là, vous voyez, c'est la petite dame qui est là sur le banc. Et en fait, elle va s'installer... Alors, à l'époque, il pensait à lui aussi. C'est-à-dire que Willy et Marianne décident et demandent si c'est possible d'avoir un studio à la maison de retraite des artistes de Nogent-sur-Marne. Je ne sais pas si vous connaissez cette institution qui a un immense parc. Et en fait, donc, elle est acceptée à la maison de retraite des artistes. Willy va y passer en fait tous ses week-ends. Hein. Et donc, à cette occasion, donc, Marianne a donné aussi des œuvres à la fondation qui gère la maison de retraite. Et c'est en partie certaines de ces peintures qui sont exposées en face dans l'exposition Willy-Ronis. En 1988, Vincent décède d'un accident. Et à cette époque-là, en fait, moi, je passe aussi pas mal de temps avec les week-ends. J'accompagne Willy ou je vais tout seul à Nogent pour voir Marianne. Et ça, c'est une photo que j'ai faite d'une petite balade. Willy, qui aimait beaucoup et connaissait plutôt bien en fait les bords de Marne. Là, c'est donc une petite photo faite en promenade, dans une promenade sur les bords de Marne. Ça, c'est un autoportrait qu'il a fait. Alors à l'époque, je trouvais que son matériel était un peu lourd. Donc c'était acheté, je ne sais pas si vous connaissez les petits Minox, c'était des petits appareils assez compacts. Et donc il avait toujours son Minox. Donc là, c'est le début des selfies en fait, vous voyez, qu'on fait tout seul. Donc un selfie à deux, Marianne et Willy, qu'ils ont fait sur les bords de Marne. Et ça, c'est une petite scène vue depuis la chambre de Marianne, un mariage qui se passait sur la pelouse de la maison de retraite des artistes.
Et donc, Willy continue à faire ses promenades hein, sur les bords de Marne. Donc ça, c'est une photo beaucoup plus récente, puisque ça, c'est 1990, hein, sur les bords de Marne à Chenevière. Hein. Une autre petite scène dans un bar qui s'appelle Le Tarot, à Joinville-le-Pont. Et Willy, donc, non seulement exploite en fait toutes les œuvres qu'il a faites durant sa période dorée des années 50-60, mais est sollicité pour des commandes. Et là, par exemple, c'est une commande du département de Seine-Saint-Denis pour les 15 km féminins, une course qui a lieu dans le parc départemental de la Courneuve. Et ils sont un certain nombre de photographes à couvrir en fait ces événements. Et à chaque fois, en fait, alors c'est d'ailleurs Guy Leca qui avait lancé au départ avec un festival qui s'appelle Banlieue Bleue, en partenariat avec le département et la RATP, un truc qui s'appelait Jazz comme une image. Et en fait, le département a élargi en fait le cadre de ça et c'est devenu comme une image. Et donc ça, cette photo-là a été exposée partout en Île-de-France en 4x3 sous la bannière Seine-Saint-Denis, Jazz comme une image. Et puis d'autres commandes, ça c'était une petite série issue d'une balade pour la télévision dans le quartier Ménilmontant qui avait d'autres habitants que ceux qu'il avait rencontrés quelques années plus tôt. Et puis ça c'est une commande aussi sur la Défense en 1989, un album sur la Grande Arche et c'était une série qui s'appelait Les Piétons de la Défense. Et Willy aimait beaucoup les structures comme ça très disons ordonnées de la Défense. Il a fait énormément de photos à la Défense ou à Beaugrenelle parce qu'il trouvait que c'était une construction qui était déjà faite, donc ça lui plaisait beaucoup. 1992, Marianne décède finalement de son Alzheimer. Et Willy se dit, en fait, maintenant j'ai tous mes week-ends, j'ai plus facilement la possibilité de m'éloigner de Paris puisque il était quand même très très proche de Marianne. Et donc il décide de partir au sport d'hiver. Et donc il redécouvre le matériel. Bon, Willy qui était quand même quelqu'un de très attentif, très méticuleux, qui nous écrivait toujours des lettres, sujet, verbe, complément, paragraphe 1, paragraphe 2. Là, tout d'un coup, nous envoie une espèce de carte postale télégraphique. J'ai vu des gens voler, j'essaye demain, et voler recommence demain. Et en fait, ça, c'est son premier saut en parapente. Vous remarquerez, 92, il a 82 ans hein, quand même. Hein. Vous remarquerez qu'il n'y a pas les deux mêmes skis. En fait, parce qu'il y a un ski à lui et un ski avec son moniteur, parce qu'il ne sautait pas tout seul quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a celui de droite, c'est le sien. Celui de gauche, c'est celui du moniteur. Donc, il fait son premier saut en parapente. Il est enthousiasmé. Il revient à Paris. Et en fait, l'agence RAFO, donc le père de l'agence, Raymond Grosset, est décédé. Et en fait, c'est ses deux enfants, Marc Grosset et Cathy Grosset, qui ont repris l'agence. Et Marc Grosset lui dit, mais c'est génial, mais il faut absolument que tu essayes, parce que là, c'est le parapente, c'est la gnognotte, il faut que tu essayes la chute libre. Willy va quand même voir un médecin qui lui dit, tout est bon, vous pouvez y aller. Et donc, il fait ses premiers sauts en parachute. Et là, vous voyez, c'est une photo qu'il a faite, un autoportrait avec le fameux appareil panoramique qui permettait d'avoir dans un grand champ, donc une photo comme ça, très allongée. Et en fait, on voit ses deux mains de chaque côté de l'appareil, parce qu'en fait, c'était très facile de se photographier les doigts avec cet appareil, hein, vu que le champ était très très large. Et en fait, donc voilà, il s'est fait un autoportrait au parachute. Donc, il fait ses premiers sauts en 1992. Bon, Willy, c'était vraiment quelqu'un qui était très rigoureux, qui aimait la précision. Quand il avait des interviews avec des journalistes, que le journaliste disait une chose un petit peu imprécise, il le remettait toujours à sa place très gentiment, mais non, je vous ai dit c'était en 82, c'était pas en 83. Voilà. Et il n'aimait pas non plus mélanger tout ce qui était les amis, les boulots, la famille, tout ça, c'était des domaines très, très séparés et qui n'étaient pas du tout étanches. Enfin, qui étaient au contraire très étanches. Il voulait pas. Donc, moi, dans tout ça, c'était un peu compliqué parce que j'étais à la fois le petit-fils et à la fois aussi photographe. Donc, en fait, il y avait des fois des espèces d'interactions qu'il mettait pas forcément à l'aise parce que voilà, il avait pas forcément envie que ça se mélange. Donc voilà, c'était des choses un petit peu comme ça.
quelqu'un qui notait tout. Quand il se déplaçait, il notait tout ce qu'il avait mis dans sa valise pour être sûr, quand il revenait, il vérifiait sa liste. Est-ce que j'ai bien récupéré ma chemise, mon pantalon? C'était vraiment quelque chose de très important pour lui. Il notait tous ses messages sur le répondeur téléphonique. Il notait, quand il faisait un courrier, on lui écrivait sa réponse. Il le faisait sur papier carbone pour pouvoir garder en fait la réponse, pour être sûr d'avoir un suivi. Donc ça a été quelque chose d'extraordinaire pour le ministère de la Culture, parce que quand ils ont récupéré la donation Villiers-Ronis, ils ont récupéré tous ces petits carnets où il notait tous les déplacements qu'il avait fait, combien lui avait coûté le voyage pour aller de Paris à Besançon. Et ça, c'est une mine d'or pour tous les chercheurs, parce qu'en fait, cette méticulosité, cette précision en fait dans son travail de tous les jours permet d'alimenter énormément de choses. À partir donc des années 2000, même un peu avant, il a commencé un énorme travail de tri dans ses archives, puisqu'il avait plus de temps. Et c'est comme ça qu'il a en fait pu, disons, d'une part, extraire les 500 meilleures photos de sa production, de sa vie, et aussi éliminer en fait des négatifs qu'il trouvait trop mauvais. Donc en fait, alors ça, le ministère de la Culture lui en voulait un petit peu, parce qu'en fait, il a éliminé des choses que lui estimait mauvaises et qu'eux auraient pu trouver pas si mal que ça. Mais bon, voilà, c'est parti à la poubelle. Et surtout, il voulait absolument contrôler tout ce qui allait constituer son œuvre. Donc, il voulait absolument, disons, contrôler chaque élément, chaque pierre de l'édifice. Et il a aussi beaucoup, à cette époque-là, commencé à théoriser. Alors, il avait un peu commencé quand il donnait des cours, parce que quand il est parti vivre dans le sud de la France, en 72-73, il donnait des cours à la faculté d'Aix, de Marseille. Et en fait, parmi ses cours, il a énormément diffusé en fait une notion de vision globale. Alors, il a eu beaucoup de conversations avec Henri Cartier-Bresson à ce sujet-là, qui était aussi quelqu'un qui a énormément fait des photos dans la rue. En fait, il disait le problème et le propre de l'homme, c'est que quand on regarde quelque chose, on fixe un point. On a une vision globale, mais auquel on ne fait pas suffisamment attention. En fait, lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait, en fait, justement, pour pouvoir capturer quelque chose dans la rue, avoir cette vision instantané mais global, sans se focaliser sur quelque chose, pour pouvoir sentir quelque chose qui arrivait dans le champ, en tirer parti pour avoir une composition qui tienne la route. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a pu développer, théoriser un peu sur la fin de sa vie. En 2005, la mairie de Paris lui a fait une énorme rétrospective. Donc là, il avait déjà 95 ans. Ça a été une explosion en fait inattendu, même la mairie de Paris s'y attendait pas, puisqu'il y a eu presque 100 000 visiteurs. L'exposition a été prolongée 2 fois d'1 mois, parce qu'en fait, il y avait toujours énormément de monde. Il avait fait une première exposition qui était très intéressante. Bon, celle-là était très orientée Villiers-Ronis et Paris. Mais il avait fait une précédente exposition à une époque où il était un petit peu moins connu, en 1996, au Pavillon des Arts, un bâtiment qui faisait partie en fait du Forum des Halles, qui n'existe plus parce qu'il a été détruit au moment où ils ont refondu les Halles, et où il y avait 276 photos. Je ne sais pas si vous imaginez préparer une exposition avec 276 photos, un travail de dingue, où là il a montré des choses assez étonnantes qui sont quasiment jamais vu. Il s'est amusé à une époque à brûler des négatifs pour voir ce que ça donnait, tremper des négatifs dans des colorants, faire des superpositions. Donc tout ça, ça a été exposé. 2009, grande rétrospective pendant les rencontres internationales de la photographie d'Arles. 2009, il commençait à quand même accuser le coup. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé de l'accompagner et de l'accompagner et d'avoir un fauteuil roulant, qu'il avait quand même de plus en plus de mal à se déplacer. Ça, c'est un déjeuner. Alors, on voit ici Jack Lang, toujours là. Le monsieur avec la chemise bleue derrière, qu'on voit pas bien, c'est Marc Reboux. Et ce qui est extraordinaire, c'est en fait l'attention. À ce moment-là, c'est quelqu'un de reconnu. Tout le monde vient voir Villiers-Ronis parce que c'est Villiers-Ronis. Et ça lui a fait un bien extraordinaire. Et en fait, il a pu vivre en fait toutes ces choses extraordinaires jusqu'à ses 99 ans. Il prévoyait de fêter ses 100 ans à Arles. Bon, ça n'a pas été possible. C'est grâce en fait à Tina, qui est sa femme de confiance, qui a été là en fait quand ils sont revenus s'installer à Paris. Et c'est elle qui s'est occupée de Marianne
avant qu'ils aient leur place, une place à la maison de retraite des artistes à Nogent-sur-Marne, et qui est restée auprès de lui. Et en fait, jusqu'à la fin de sa vie, elle lui faisait à manger tous les jours, elle venait le voir tous les jours. Ça a été vraiment disons une perle dans la vie de Willy, et c'est grâce à elle qu'il a pu vivre jusqu'à la fin de sa vie chez lui. Enfin, lui, il n'a pas finalement eu besoin d'aller à la maison de retraite. Voilà. Moi, je suis consort. Ça, c'est une photo que j'ai faite de Willy et Marianne dans le parc de la maison d'artistes de Nogent. Moi, je suis conscient d'avoir, disons, vécu aux côtés de ces grandes personnes, de ces grands artistes, hein, même s'il y a eu des moments un peu difficiles. Mais je veux dire, ça a été une richesse extraordinaire pour moi. Ça m'a énormément nourri. J'ai bien conscience que je n'ai pas eu les qualités que lui a eues, mais ça m'a comblé, et ça continue à le faire d'ailleurs. Et je voulais finir cette petite présentation par une petite phrase de mon grand-père concernant la photographie, bien sûr, qui disait « L'objectif, il avale tout, l'essentiel, l'accessoire et les fausses notes. » Voilà. C'est parfait, merci pour cette... Non, c'est pas trop long. C'est jamais long, on vous laisserait encore parler. Merci pour cette belle et très émouvante conférence.